bien, on est un peu nombreux, donc c'est très bien. Donc je vais vous parler de quelques petits métiers insolites. Certains et certaines ont déjà regardé un petit peu, intrigués, j'espère, quand même. Ont essayé de me faire avouer avant l'heure, mais non, je n'ai refusé. On va maintenir suspense au fur et à mesure. Mais tu vois, Pierre-Michel, il y a des métiers qui ont disparu, mais il y en a d'autres qui ont été métamorphosés par le Pour la business. conversation. Oui, mais c'est normal, ça. C'est l'évolution du métier. Allez. Par exemple, on va commencer par C'était pas autre chose. Oui. ce gros bocal Allez, tais-toi. qui a posé des questions à beaucoup. Donc c'est soufflé, c'est fait à la main. C'est un beau bocal. C'est pas une bonbonnière, comme certains l'ont émis. Ce n'est pas non plus, c'était un petit peu plus intéressant, une boule de dentelière, un doulis, qu'on appelle un doulis plutôt en Haute-Loire. Vous savez, une boule de dentelière, rarement à pied, quelques-unes à pied, mais rarement. C'est du verre très très fin. On mettait de l'eau dedans et on mettait ça devant la lampe et ça faisait loupe. Et ça permettait de travailler, de broder un peu mieux. Par économie, chaque dentelière venait avec sa boule de dentelière et on mettait une seule lampe au milieu et toutes les dentelières mettaient les boules autour et pouvaient travailler. Mais ce n'est pas une boule de dentelière. Alors, une autre idée? Je vous mets sur la voie. Ça sert à l'irudothérapie. Irudothérapie. Alors, irudinacée. On va dire tremper une plante dedans. Les érudinacées, c'est des petites bestioles fort désagréables, des sangsues. Alors, ce bocal trônait sur le comptoir du pharmacien. Parce que on faisait une grande consommation de sangsues autrefois. Alors, il y avait un métier, on les appelle souvent gagne-misère, parce que c'était quand même vraiment un gagne-misère. Il y avait une profession, c'était pêcheuse de sangsues. Alors, il fallait un matériel très très sophistiqué, 2 jambes, et c'est tout. Et vous imaginez, souvent c'était une personne, parfois d'un âge mais pas toujours, qui retroussait ses jupons et allait dans les marécages, dans les étangs, remuer un petit peu la vase, et au bout d'un moment, les sangsues se réveillaient et se plantaient dans les jambes. Dans la jambe. Dans la jambe. Et on était pêcheuse de sangsues comme ça. Au bout d'un moment, c'était suivant la douleur, mais c'était pas très douloureux. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. C'était pas si douloureux que ça, mais quand même, on jugeait qu'il y en avait suffisamment et que c'était temps de les enlever. Donc, on ressortait, et on s'asseyait sur la berge, et on avait apporté un petit bocal en grès, et on enlevait ces bestioles qui ne voulaient pas toujours décoller. Donc, elles avaient toujours à portée de main un petit peu de cendre. Vous savez, la cendre, on le met contre les limaces parce que ça absorbe l'humidité, donc les sangsues lâchaient prise. Ou alors un grain de gros sel, ou alors un jus de nicotine, un jus de tabac, pour faire décoller les sangsues. Et on arrachait les sangsues et on les mettait dans un bocal. Et puis on retournait. Comme ça. Dur métier quand même. Hein. Dur métier. Alors, les personnes âgées, elles avaient l'habitude. Parfois, il y a des jeunettes qui se lançaient dans l'opération et qui, au bout d'un moment, commençaient à vaciller. Et puis, plouf, les voisines accouraient vite. Elles avaient, avec le jus de nicotine et la cendre ou le gros sel, elles avaient une bouteille de vin rouge et lui donnaient vite un petit coup de vin rouge pour la requinquer. Parce que, donc nous sangsues,
moi je me rappelle, à Bois-sur-Lignon, il y avait un bief qui déviait le lignon et qui servait à arroser le jardin. Et nous, gamins, ben, on pataugeait dans le bief. Et il m'est arrivé assez souvent d'avoir, pas des pleines jambes, mais 1 ou 2 sangsues de piquer. Hein, de piquer dans le mollet, entre autres. Et donc, la sangsue, elle a, on retrouve l'iridinacée, elle sécrète ce qu'on appelle l'irudine, c'est-à-dire qu'elle sécrète avec sa salive, quand elle vous mord, pour sucer le sang, elle sécrète l'irudine qui empêche le sang de coaguler. Parce que dès que le sang sort, en général, il coagule. Donc ça empêche de coaguler. Et aussi, il y a un petit anesthésien avec. Livré avec, oui, c'est bien fait les sangsues quand même. C'est très à précaution quand même, finalement, pour la pêcheuse de sangsues. Donc un petit anesthésien, ce qui fait que ce n'est pas très douloureux. Les piqûres de... Bon, bien sûr, quand on en a une pleine jambe, il faut quand même s'arrêter à un moment donné. Hein. Sinon, on va être vidé de son sang et puis on va flageoler parce qu'on va être au bord de l'anémie quand même. Mais, donc, c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas bien compte. Et ce qui fait que, surtout celles qui n'avaient pas l'habitude, elles y allaient gaillardement et puis au bout d'un moment, elles vacillaient parce que cette piqûre lui prenait du sang et elle ne sentait rien. Ça avait une petite euphorie et on se trouvait les fesses dans le marais, et heureusement que souvent elles y allaient à plusieurs, donc que les voisines la repêchaient. Les hommes pratiquaient la chose, mais les hommes sont plus délicats finalement, plus douillets, et eux ils prenaient une boîte de petits pois, ils faisaient des trous avec une pointe au fond, ils mettaient un bout de manche, et ils farfouillaient la vase jusqu'à ce qu'il y ait, par hasard, chope quelques sangsues. Mais voilà, nos pêcheuses de sangsues, alors elles les vendaient aux pharmaciens. Elles les vendaient aux pharmaciens qui les achetaient et il y avait 2 sortes de sangsues, des très grosses, des énormes, qu'on appelait des sangsues vaches. Le pharmacien les payait plus cher que les sangsues filets. Moi j'ai toujours vu que des sangsues filets, c'est un petit ver de terre si vous voulez. Mais ça pompe bien le sang, hein, je peux vous dire. Quand on se loupait pour l'arracher, la sangsue, si on cassait la queue, par exemple, vous voyez le sang qui giclait à l'autre bout. C'est une vraie pompe à sang. Hein. C'est une vraie pompe à sang, ces bestioles. Alors... Et quand elles absorbent le sang, elles grossissent? Ah bien sûr qu'elles grossissent, bien sûr, bien sûr. Elles grossissent et le pharmacien les met dans le bocal avec un peu d'eau. Et puis là, eh ben... elles s'engourdissent, elles s'endorment un peu, jusqu'à ce qu'elles dégorgent. Mais ça dure plusieurs mois. Hein, plusieurs mois. Certaines trichaient. Les sangsues vaches, on les vendait plus cher que les sangsues filets. Donc certaines allaient acheter, pas acheter, on leur donnait un petit seau de sang aux abattoirs, et elles mettaient les sangsues dedans, qui se gorgeaient de sang, et ça faisait des grosses sangsues vaches. Mais elles étaient quand même tout endormies, tout engourdies, ce qui fait que le pharmacien, souvent, il n'était pas dupe, il dit non, mais celles-là, hein, je les achète pas. Alors, ça a été beaucoup la mode, depuis le milieu 18e jusqu'au début 20e, énormément la mode, c'était la saignée. Mais beaucoup moins douloureux et sans cicatrisation, parce que la saignée, quand elle était faite par le docteur, c'était avec la lancette. Hein. On a assez vu les médecins de Molière qui juraient que Molière les a assez caricaturés avec toujours la lancette, toujours faire des saignées à tout bout de champ. Ou les ventouses scarifiées, vous savez, on faisait des ventouses, mais avant on scarifiait un petit peu et on mettait la ventouse. C'est aussi bien d'avoir des sangsues. Des sangsues, on en mettait 2, 4, 3, 7 à peu près. Une à chaque veine du cou, une à chaque pli du bras, et 2 ou 3 dans le dos, sur les poumons. Alors, pourquoi on utilisait des sangsues? Parce qu'on disait qu'elles tirent les mauvaises humeurs, on disait avant les mauvaises humeurs. Mais, chose très intéressante,
on a dit tout à l'heure qu'elle sécrète l'irudine, qui empêche le sang de coaguler, donc qui fluidifie le sang. Donc on l'utilisait beaucoup pour les phlébites et toutes ces choses-là. Donc on mettait des sangsues. On en mettait donc 2, 4, 7, 8 à peu près à chaque intervention, parfois plus quand l'attaque était violente. Donc, et ça clarifiait le sang. C'est revenu à la mode. C'est revenu à la mode et de nos jours, on les utilise à nouveau, entre autres pour la chirurgie esthétique. Pas spécialement à ceux qui veulent avoir le nez d'une telle ou d'un tel, mais lorsqu'il y a eu des blessures profondes, qu'il faut greffer des morceaux de peau, pour que la greffe prenne bien, on met les sangsues, parce que souvent la greffe, soit elle est mal irriguée, ça devient violet, donc on met des sangsues. Donc ça se réutilise de nos jours. Et pour vous donner une ordre d'idée, en 1840, le préfet, pour vous expliquer l'importance de ce commerce, de ce trafic des sangsues, il y a le préfet d'Eure-et-Loir qui a envoyé un questionnaire à tous les maires de toutes les communes de l'Eure-et-Loir en leur demandant s'ils avaient des marais, si on pêchait les sangsues, combien on en pêchait, et tout, pour éviter presque un trafic, quoi. C'était un vrai trafic. Donc voilà, un petit métier intéressant, donc un gain de misère quand même, hein, parce que vous imaginez quand même d'aller relever les jupes et se planter en attendant que... Puis ça devait être impressionnant quand elle sortait de l'eau, parce que déjà, moi je me rappelle, étant gamin, quand on en avait une, rarement deux, c'est impressionnant quand même, hein, bestiole plantée, et puis elle lâche pas toujours prise. Si c'est au tout début, bon, elle sait pas trop implanter, mais après, au bout d'un moment, elle s'implante, et puis ça pompe, hein, et puis ça tire ça. Non, c'est pas douloureux, justement parce qu'elle sécrète en même temps un petit anticoagulant et un anesthésiant en même temps. Donc c'est pas douloureux. C'est pour ça que certaines... Oui. Il n'y a pas de risque d'infection. Non. Naturellement, comme ça. Non. Il y a en même temps un anesthésiant et même peut-être un antiseptique avec. Oui, le sangsue, c'est un animal très, très finement covilien. Il prend soin de nous. Et donc, on a ces beaux bocaux à sangsues. Le gros est plus rare que les autres. Hein. On peut imaginer que le pharmacien avait donc ça en réserve. Et puis, après utilisation, il les remettait dans le bocal. Il mettait le bocal dans un placard le temps qu'elle dégorge. Ça pouvait durer plusieurs mois qu'elle dégorge avant d'être à nouveau à vide de sang. Ça veut dire qu'on est des animaux et qu'on doit vivre avec les animaux. Alors, qu'est-ce que je vous ai amené encore? Je vous ai amené ces petits casiers qui sont remplis de médailles. En réalité, c'est des médailles avec 3 trous d'accroche, des croix, des perles. En voilà un autre. Alors celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il y a un petit décor de rose des vents, hein, de rosace. Et puis il me semble qu'il y a une date, voilà, 1917. Donc c'est intéressant. Avec là aussi les perles, du fil et des débuts de chaînettes, les médailles. Alors, tout ce matériel, c'était pour confectionner les chapelets. Voilà un chapelet d'enfant. Donc il y a des dizaines. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Donc avec la croix que je vous expliquais, le petit raccord ici. Et puis entre chaque dizaine, il y a une perle différente, un peu plus grosse souvent. Et puis un petit bout de chaînette ici et la croix au bout. Alors, le grand pays de fabrique des chapelets, encore de nos jours, c'est Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Il y avait beaucoup d'usines qui estampaient la petite médaille à 3 entrées, qui estampaient les croix,
et qui donnait à faire à domicile, comme des tas d'autres, on en verra plein d'autres ici. On faisait beaucoup faire du travail à domicile. Donc, on leur fournissait le fil d'Archal, donc en voilà ici. Le fil d'Archal, c'est du laiton ou du fil de fer. Donc, on leur fournissait le fil de fer, on leur fournissait les pinces, voilà, des petites pinces à bout pointu, des petites pinces, et puis, chaque semaine, on leur apportait les médailles, les croix, les perles et le fil. Elles avaient leurs pinces, et en gardant les vaches, sur les, vers Pierre-sur-Aude, dans tous ces coins-là, sur la montagne, en gardant les vaches, elles avaient le rouleau de fil de fer autour du bras. On a une belle carte postale, j'aurais pu projeter, mais ça fait tout un bazar pour pas grand-chose. On a une carte postale où on voit les deux sœurs, je ne sais plus leur nom, qui sont prises en photo et qui ont le rouleau de fil de fer autour du bras et qui ont la pince à la main. Et en gardant les vaches, hop, elles tortillaient, elles faisaient les maillons de chaîne, elles mettaient les perles et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est assez spectaculaire le nombre de dizaines de chapelets qu'elle pouvait faire par jour. Une dame expérimentée arrivait à en faire une quantité impressionnante. On les achetait, pour vous donner l'ordre d'idée, on les achetait souvent en grosses, c'est-à-dire 12 fois 12. Donc 144 chapelets, donc c'est dire comme elle produisait. Et c'était souvent, comme les gredades, comme tous ces travaux à domicile, une fois par semaine, il y avait le leveur, comme pour la dentelle du Puy, pareil, qui allait de ferme en ferme, qui apportait le fil, les perles et tout, et qui remportait les chapelets tout finis. Et à l'heure actuelle, Ambert reste encore la capitale des chapelets. Ils font, même à l'international, ils font même des chapelets typiques pour le monde arabe, musulman. Il y a des chapelets aussi qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Et ça reste encore la capitale du chapelet en Bretagne. Et on imagine nos bergères avec, souvent, elles avaient ce petit casier, mais c'était plus sur la maison, sinon c'était dans la poche du tablier. Elles prenaient au fur et à mesure, avec leur fil de fer autour du bras, elles faisaient les mailles, et puis elles mettaient les perles. Il ne fallait pas qu'elles se trompent, il fallait savoir compter jusqu'à 10. Et elles montaient les chapelets comme ça. J'ai trouvé un article de l'Illustration, qui était quand même une publication nationale, qui a consacré plusieurs pages sur les Hauts-de-Chaume et qui a un très beau dessin qui montre une bergère en train de garder les vaches et en train de faire les chapelets à Pierre-sur-Aude. Donc voilà pour les chapelets. Alors, toutes les années, montaient du Cantal des artisans, entre autres le magnien. Le magnien, c'est le nom patois pour désigner les tameurs. Mais aussi, il y avait son comparse, le rétameur, pas le rétameur, le remouleur, j'y arrive. Il s'installait souvent côte à côte sur la place du village, près de la fontaine. On a des belles cartes postales, alors c'est déjà rare d'en trouver, mais quand il y a en plus et le rémouleur et le rétameur côte à côte, ça fait des cartes postales qui ont une grosse valeur. Alors ils montaient souvent du Cantal, et parce que nos couverts d'avant, surtout les cuillères, la fourchette, il y en avait très peu, parce qu'on mangeait surtout de la soupe, et puis on n'avait pas d'assiette. L'assiette, c'était la tranche de pain, de seigle avec dessus du jambon. Et bon, vous voyez, c'est que les couverts d'avant, ils étaient en étain, mais plus on était pauvre, plus il y avait du plomb, et moins il y avait d'étain. Et ce qui fait que, vous voyez, qu'elles se déformaient facilement. Et qu'est-ce qui arrivait au bout d'un moment? Là, il y en a même une qui a une cassure toute fraîche, parce que je les avais amenées un jour, et il y avait
une jeune fille même qui s'est excitée sur la cuillère à tel point de la casser. Donc voilà, elle cassait. Ce qui fait que notre ménagère, quand elle avait tout un lot de cuillères cassées, elle les mettait à côté et elle attendait l'arrivée du magnat. Le magnat s'installait donc sur la place du village. Il avait parfois une clochette avec une poignée pour ameuter le village, sinon il donnait un petit sou à un gamin qui allait courir partout pour prévenir que le magnat était là. Et donc, nos ménagères apportaient ses couverts. Alors il s'installait sur la place du village, pratiquement assis par terre. Il avait un petit soufflet, un petit brasero. Ce qui est bien, c'est que le plomb, l'étain, ça fond à 300-400 degrés, donc il n'y a pas besoin de faire un feu d'enfer dessous. Il avait son chaudron, il prenait la poignée de cuillère cassée comme ça, il les mettait dedans et il faisait fondre tout ça. Et après, il prenait, j'en choisis un qui m'aille bien, c'est celui-là. Ensuite, il avait ça. C'est en bronze, avec, je ne vais pas prendre celui-là parce qu'on le voit mal, quand on doit couler. Un autre. Donc vous voyez, un entonnoir de coulée, il prend une louche avec un petit bec verseur, dans l'étain plomb fondu, il verse par le trou et l'étain se répand dans tout le moule et après on démoule et on a une belle cuillère. Vous voyez au passage que ce moule est particulièrement intéressant parce que vous voyez que là il y a un beau décor. Ce n'est pas tous qui ont un beau décor, mais en voilà une qui a un beau décor. Et au passage, quand c'est fondu de frais, ça ressort rutilant, brillant comme tout. Alors, il faut quand même essayer. Donc j'ai essayé. Et donc voilà. Donc on va démouler. Hop. Et voilà une belle cuillère, toute neuve. Alors, je ne l'ai pas fait hier, sinon elle serait bien brillante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste du plomb dans l'entonnoir, que bien sûr, après, le magnat sciait, coupait et refaisait fondre le petit entonnoir. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir gardé le petit cône de coulée. Alors, il paraît qu'il en existe, j'en ai jamais vu de moule à fourchette. Mais la fourchette n'était pas très répandue. Là, on remonte au tout début du XXe et plutôt fin XIXe. Alors, eh bien, on pouvait faire toutes les dimensions que l'on voulait. Voilà, en voilà un autre. Hein. Vous voyez, à se décorer aussi. Hein. Donc, il y a un beau travail. Vous vous rendez compte que pour faire ça, il y a quand même un beau travail. Hein, pour laisser juste l'intervalle nécessaire et tout, avec l'entonnoir de coulée. Et souvent, là, l'entonnoir de coulée est en bout, c'est celui-là. Ces deux bouts, là, souvent, il y avait une poignée en bois pour ne pas se brûler. Parce que, même si c'est à 300-400 degrés, c'est quand même chaud. Alors, quand on présentait ce genre d'objet à la fête de la science, les enfants, ils accrochent bien pour ce genre d'objet. Hein. Et puis alors, et c'est là. Et alors, quand on l'ouvrait, regardez, une jolie petite cuillère. Alors, de dinette, ou est-ce que c'est des petites cuillères à moka? Mais ils étaient émerveillés devant cette petite cuillère qu'on pouvait réaliser avec ce moule. Avec pareil, même principe, hein, avec toujours l'entonnoir de coulée au bout. Et puis alors, donc vous avez deviné, mais vous allez voir, attendez, c'est pas ouvert, c'est encore plus magnifique quand c'est ouvert.
regardez, la belle louche que je vais vous faire avec le beau médaillon en haut. Alors, il y a, à la fête de la science, il dit, ah dis donc, il est abîmé ton outil là. Ah, j'ai dit, c'est bien, tu as une belle vue. Alors, il a bien fait de remarquer ça, parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention quand j'ai ouvert les moules à cuillère, ça n'y est pas ça. Alors ça, c'est que, vous imaginez, ça mord, hein. Alors l'entonnoir de coulée toujours ici, du plomb à 300-400 degrés, une masse de bronze, là il y a presque 5 kilos de bronze, hein. Eh bien le bronze, il va avoir beaucoup de mal à aller jusqu'au fond. Ce qui fait que, vous voyez qu'il a été nettoyé comme les autres, mais vous avez vu qu'il y en a entre autres un ou deux qui brillent plutôt bien, alors que là, ça ne brille pas trop, parce qu'en réalité, on chauffait, ce qui explique qu'il y avait les deux poignées en bois. On chauffait un peu, pourquoi? Parce qu'en versant du plomb à 300-400 degrés, il aurait coulé jusque-là, mais il ne serait pas allé plus loin, parce qu'il serait solidifié avant d'arriver au bout. Il y a eu l'échange de chaleur. Mais il y a aussi ça, vous voyez, qui était abîmé là. C'est un trou des vents. Vous avez tous appris à l'école primaire, l'air est incompressible. Donc vous versez ici le plomb fondu, ça coule, mais au bout d'un moment, même en chauffant, il ne va pas aller plus loin. Parce qu'il y a l'air, et ça l'a comprimé, ça l'a comprimé. Alors pour la cuillère, il n'y avait pas besoin, parce que le trajet n'est pas très long, mais là, pour descendre tout le long et aller jusque dans le louchon, eh ben, c'est un trou des vents. C'est un trou des vents. Et donc voilà de quoi refaire une belle louche. Ça, c'est des... Qui est-ce qui faisait les moules? Alors, qu'est-ce qui faisait les moules? Eh ben, un modeleur, on va dire, qui faisait... Il y avait beaucoup de... On en verra d'autres là, plus loin. C'était des artisans spécialisés qui faisaient le moule. Alors, c'est vrai que c'est un beau travail, parce que vous voyez, regardez comme c'est super ajusté, hein. Il n'y a pas un écart, hein. Et c'est quand même du beau travail. Et puis pour sculpter ici, pour graver, c'est quand même un beau travail. Et puis il faut qu'il y ait juste l'épaisseur voulue là, hein, dans le moule. C'est un très beau travail, très très beau travail. Et là aussi, pour faire une petite cuillère, pareil, hein. Même chose, une petite cuillère. Et il paraît que ça existe. Je n'en ai jamais vu, ni dans les musées, ni nulle part, des moules à fourchettes. Mais, je vous l'ai dit, les fourchettes n'étaient pas beaucoup utilisées. Puis en plus, vous avez vu la cuillère comme je l'ai tordue sans aucun effort. Vous imaginez qu'une fourchette, il n'y avait pas intérêt à manger de la semelle, hein, la viande un peu dure, parce que sinon, la fourchette, elle allait faire... Et puis on avait cassé les dents, hein, de la fourchette. Et le plomb qui est toxique, alors? Eh bien, le saturnisme, on s'en occupait pas beaucoup. C'est vrai que plus on était riche, plus il y avait d'étain et moins de plomb. Il y en avait toujours un peu, de toute façon. Hein. Mais plus on était pauvre, plus il y avait du plomb. Eh bien, le saturnisme, ma foi. Hein, c'est comme, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, quand j'avais parlé des ateliers de potiers, où le vernis des poteries, c'est des vernis plombifères, avec de l'alquifoud, du sulfure de plomb. Eh bien, les enfants étaient interdits d'atelier, parce que c'était bourré de plomb. Et je racontais, dans cet exposé sur la poterie de Saint-Georges de Barreuil, qu'il y avait un cabaretier qui tenait un jour dans son livre de contes tout ce qui se passait, et il raconte qu'un jour, ils se sont moqués d'un tel qui n'était pas du tout potier, mais qui était tout le temps fourré chez les potiers, et qui avait pris la colique. Ça ne précise pas plus, mais la colique du potier, c'est-à-dire due au plomb, due au saturnisme. Mais c'est vrai qu'on s'en occupait pas beaucoup à l'époque. Alors, un autre petit métier, oui. Ça n'a pas existé qu'on mettait un peu d'étain sur des fourchettes ou des cuillères en fer pour pas qu'elles roulent. Alors, on étamait le cuivre surtout.
les casseroles, de nos jours, vous allez chez les antiquaires, c'est rutilant, intérieur et extérieur, cuivre rouge, ce qui est d'une hérésie totale, et puis sinon ils ne les vendent pas. Les autres, c'est moche à l'intérieur souvent, parce qu'on n'allait pas gaspiller de l'étain, on étamait, au sens de mettre de l'étain, on étamait l'intérieur des casseroles, parce que le cuivre est toxique. Vous savez, on dit il faut une bassine en cuivre pour faire des confitures. Oui, mais il faut qu'elle soit en cuivre, parce que ça conduit bien la chaleur, mais il faut qu'elle soit étamée à l'intérieur, parce que le cuivre est toxique. Et donc on faisait fondre de l'étain, on le versait dans la casserole, et puis on étamait l'intérieur. On pouvait aussi étamer ou rétamer, c'est pour ça qu'on dit l'étameur, mais souvent l'étameur, il était rétameur, parce que en même temps qu'il réparait les couverts, il aussi bouchait les trous et rétamait, remettait de l'étain à l'intérieur des casseroles. Alors, un autre métier qui était typique de la région de Firminy, j'ai commencé par le plus lourd, j'aurais peut-être pas dû commencer par le plus lourd. Je les avais pesés, j'ai perdu la fiche, il y avait le poids, je ne sais pas combien il y a. Est-ce qu'il y en a qui sont pour apprécier le poids? Ah ben. 4-5 kilos, hein? Ah ouais, je dirais bien 4 kilos. 4 kilos, hein? Allez, 4 kilos. Donc il faut ça, et il faut ça. Je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il veut être épuisé. Puis je vais en prendre un pédagogique. Voilà, celui-là. Et celui-là. Alors, ça, c'est typique de la région de Firminy. Vous savez, tout le pays stéphanois a eu la chance de découvrir du charbon de bonne qualité, tellement de bonne qualité qu'on a créé le stéphanien, hein, donc pour les couches carbonifères semblables à la région de Saint-Étienne. Donc on a trouvé du charbon et on a trouvé du fer, ce qui fait que ça s'est surtout développé au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a eu beaucoup d'artisans du fer dans la région de Saint-Étienne-Firminy. Entre autres, les armuriers, ça perdure encore de nos jours, c'est encore très vivace. Les armuriers, les quincailliers, qui faisaient la quincaille, c'est devenu la quincaillerie. Donc ils faisaient, entre autres, toutes les charnières qu'on appelle la moustache, ces belles, ces formes-là, comme ça, en moustache. Quand on a restauré le Marais à Paris, avec les beaux artels particuliers, j'ai failli dire pour une fois, je ne vais pas trop me moquer des architectes des monuments historiques, mais ce qui est bien, c'est que on a démonté toutes les menuiseries qui étaient toutes pourries, mais au lieu de les jeter sauvagement à la poubelle ou à la déchetterie, on les a démontées et on a toutes démonté, toutes les ferrures, toutes les crémones, toutes les charnières pour les replacer. C'est quand même bien, plutôt que de mettre des ferrures 20e sur des menuiseries, enfin sur des bâtiments du 18e, et on s'est aperçu que beaucoup de ces charnières étaient marquées. Il y avait le nom du... Et les amis du Vieux Saint-Étienne ont travaillé à partir des registres d'état civil, et ils ont pu répertorier tous ces artisans du fer. Donc vous voyez que Saint-Étienne a été longtemps un pays, et la région de Saint-Étienne, des artisans du fer. Je peux vous dire un petit mot tout à l'heure aussi, c'était le pays des faiseurs de moulins à café. C'est beau comme métier, vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis faiseur de moulins à café. C'est quand même bien. Bon, alors on ne va pas faire des moulins à café pour le moment. On va tailler des limes. Il y avait un métier qui s'appelait tailleur de limes. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une lime? Oui? C'est pas sûr, parce que beaucoup mélangent ça et ça. Ça, c'est une râpe, ça, c'est une lime. Donc la lime, c'est pour le fer, la râpe, c'est pour le bois. Donc, c'est pas tout à fait la même façon de faire, je viendrai sur la râpe après. Donc la lime,
c'est tout strié, souvent même strié comme ça et en croix, et sur le dessus aussi. Donc vous imaginez qu'il faut une enclume spécifique. J'ai toutes les peines du monde à la montée du sol juste là-dessus. Elle fait 60 kg à peu près. J'aurais bien voulu vous amener aussi, en même temps que le pays des tailleurs de Nîmes, Firminy était célèbre pour les cloutiers. Et l'enclume de cloutier fait 200 kg. Une année, je l'ai amené quand on a accueilli le lycée Jean-Puy, qui bossait sur l'Assommoir, et un copain de Gervaise était cloutier, donc j'avais amené l'enclume du cloutier, et avec Bertrand, on a mis 1 heure à hisser l'enclume sur un billot de 50 cm de haut, tellement que ça faisait du poids en levant d'un côté, en calant, et ainsi de suite, plus de 200 kg. C'est une enclume extraordinaire, hein, une enclume de cloutier. Il faudra quand même qu'un jour je vous l'amène. Alors, celle-là est quand même pas mal. C'est une enclume de tailleur de Nîmes avec dessus une encoche ronde, c'est pour mettre les lignes demi-rondes, c'est-à-dire plate d'un côté et ronde de l'autre. Les lignes, elles sont aussi crantées sur le côté, là. Donc, ce qui fait qu'il y a une forme dans l'enclume pour la mettre comme ça. Et puis sinon, les lignes plates, sur la partie plate comme ça. Alors, on prend du fer doux, ou de l'acier doux. Sinon, on ne pourrait pas marquer. On est bien compte qu'on ne pourrait pas faire les rayures. Donc, vous imaginez que j'ai pas eu le temps d'en préparer une courroie de cuir qui va passer aux deux extrémités ici, une courroie complète, et je vais mettre un pied d'un côté et un pied de l'autre, et je vais tenir le pied, qui fait que ça va me tenir plaqué ma ligne sur l'enclume. Vous avez tous compris comment ça se passe? La lanière qui passe d'un côté de l'autre, un pied, un autre pied, et ça l'immobilise parfaitement. Et c'est là que je prends mon marteau et mon burin, et allons-y. C'est tout ça petit. Je mets là, vous imaginez qu'il y a un morceau de fer dessous, qui est tout, et en décalant de 1/2 millimètre à peu près, hein. Et après, hop, souvent c'est croisé, je fais dans l'autre sens. Souvent, pour ne pas échapper ce petit burin, il y a un petit lacet de cuir qui est attaché en haut du burin et qui passe dans les doigts pour pas qu'il glisse les doigts. Et le fer est froid. Allons-y. Alors, c'est à froid, c'est à froid. C'est à froid. Donc, vous imaginez, vous vous rappelez que tout à l'heure, on a dit 4 kilos. 12 heures d'affilée, parce que les journées, c'était 12 heures. Vous imaginez le muscle de tennisman qu'on a à la fin quand on est tailleur de Nîmes. Donc vous imaginez, avec le marteau de tailleur de Nîmes qui est bien spécifique. Vous voyez que ça n'a pas tout à fait la même forme qu'un marteau habituel. Parce que la panne est toute avec l'œil, ici, où on engage le manche, il est tout de même côté, et avec un manche court. Je le tiens très près du manche, pour ne pas m'épuiser. Vous imaginez, celui de 4 kg, si je le tiens au bout, là, vous imaginez, le premier rang, mais si vous... Vous imaginez comme je vais être épuisé si je le tiens là. Je le tiens ici. Donc j'ai un geste beaucoup plus précis. Mais enfin, avec 4 kg quand même. Alors bien sûr, je ne l'ai pas posé quelque part, parce que j'ai mis il est resté dans la voiture. J'avais apporté une ligne assez impressionnante qui doit faire 5 cm par 5 cm par 80 cm de long. Je l'ai oublié, elle a dû rester dans la voiture. Bon. Soi-disant, c'était pour les enclumes, pour rectifier les enclumes, une grosse ligne comme ça. Mais donc, c'était pour répondre à la question, pourquoi des marteaux plus petits, il y a toute la gamme ici, et pourquoi des marteaux plus gros? Ben, c'est suivant la lime qu'on va faire. Si c'est une lime assez petite, lime à ongles,
n'existait pas encore à l'époque, mais une petite lime pour l'armurerie, où il faut des limes pour faire les petits détails, ou pour faire les grosses limes, eh bien on utilise des gros marteaux. Donc, explication de ça, la panne toute du même côté, un manche courbe que je tiens très près de la panne pour avoir un geste précis, et du coup, ça me permet, avec un minimum d'effort, d'avoir un coup, un impact maximum. Donc, je n'ai pas besoin de lever très et de donner très fort pour bien marquer le fer. Donc, vous imaginez, je reprends mon burin, voilà. Vous imaginez, 12 heures d'affilée. À tel point que, regardez ce qui se passe. Vous voyez? Carrément, Les enfants disent, oh, c'était drôlement bien étudié, il y avait la place du doigt. Non, non, il n'y avait pas la place du doigt. C'est moi, enfin, c'est le tailleur de lime qui, à force de tenir avec les heures de travail et la sueur, c'est la main qui a creusé. Il y a la place de l'index aussi, ici. Hein. Vous voyez? Vous pourrez venir voir tout à l'heure ceux qui sont loin. Vous voyez? Il y a la place, c'est à force de le tenir, 12 heures d'affilée, ça a usé le bois. J'ai vu un marteau de tailleur de lime, il restait ici, même pas 1 centimètre. Ça faisait presque un objet de design, vous voyez, ça faisait un peu en vrille, comme c'est usé un peu de chaque côté. C'était extraordinaire. Donc voilà, donc si vous voyez un marteau comme ça, il n'y a pas à hésiter, c'est un marteau de tailleur de lime. Et en plus, s'il a servi, ils ne sont pas tous usés comme ça, mais s'il a bien servi, il est usé. Et ça permet d'avoir un maximum de coups avec un minimum d'effort. Je vais vous faire circuler celui-là. Alors vous imaginez, avec le gros burin, et là, hein, peut-être qu'il se relayait quand même, parce que toute la journée avec 4 kilos, hein, on a beau pas décoller beaucoup, parce que justement, il y a de l'impact, hein, je peux vous dire que ça va marquer. Hein. Mais vous imaginez le métal qui... Et lui aussi, il est usé aussi. Hein. Il est usé. Alors, pour les enfants, pour tailler des petites limes à ongles, vous avez, pour les petites limes, ça c'est de l'amusement, hein, vous imaginez avec ça. Et puis, les râpes. Alors, je ne l'ai pas dit, il y a quand même une chose, j'ai dit c'est de l'acier doux, sinon on n'aurait jamais pu marquer. Ce qui fait que là, il y a une petite erreur, c'est que j'aurais dû mettre dans l'encoche qui est ici une feuille de plomb. Parce que surtout si j'ai marqué la partie ronde, donc ça veut dire au passage, j'en ai point là, mais il y avait des burins arrondis. Donc une fois que ça c'était marqué, c'est mou encore, si je le mets là, eh ben, je vais mettre une feuille de plomb pour ne pas écraser les rainures que je viens de faire. Et après, tout ça c'est de l'acier doux. Bien sûr que je ne vais pas pouvoir limer comme ça. Donc il y avait une trempe après qui va durcir le travail que je viens de faire sur les lignes. Bien sûr. Et puis, donc un autre métier, c'est ce qu'on appelle un burin grain d'orge. C'est pas tailleur de râpe, mais piqueur de râpe. Vous avez le tailleur de lime et le piqueur de râpe. Donc qu'est-ce que c'est une râpe? Eh bien là, c'est pas des stries, c'est-à-dire que je prends mon burin grain d'orge, mon marteau, et je vais taper comme ça, et du coup, je vais relever un morceau de métal comme ça. Ce qui va faire la râpe. Les menuisiers aimaient beaucoup les râpes faites à la main, parce que vous doutez que de nos jours c'est fait industriellement, bien sûr, il y a des machines qui tapent régulièrement et qui se décalent au dixième, au centième de millimètre si on en a besoin. Et pour les râpes c'est pareil, alors que quand on faisait à la main comme ça, c'était
les petits émerillons, là, les petits ergots, ils étaient assez irréguliers, pas bien alignés et tout, et donc ça rappelle bien mieux que maintenant où c'est parfaitement aligné. Bien sûr que la machine ne va pas se dire, bon tiens, je vais faire quelque chose d'aléatoire. Hein. On pourrait programmer, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Donc, piqueur d'orange et tailleur de mie. C'était typique de la région de Firminy. Bien sûr, bien sûr. La trempe, on chauffe le métal et alors il faut c'est tout la difficulté de la trempe, il faut le chauffer juste à la bonne température et tremper aussitôt dans un bain. Parfois on rajoute un peu d'huile dans l'eau pour faire la trempe. Et ça durcit ce qu'on vient de faire. Oui. Cette technique s'était répandue dans tout le pays, parce que par exemple, tous les passe-partout, tout ça, il fallait bien que les paysans aient une ligne pour les affûter. Alors, il y avait au moins une région par département de tailleurs de mie. Il y a des endroits, je connais, entre autres dans le Cher, où il y avait c'était souvent une commune ou 2-3 communes autour, un petit bassin comme ça. On ne savait pas pourquoi ils étaient là, comme dans l'heure on avait ceux qui faisaient les peignes en corne, hein. Donc on ne sait pas pourquoi. Dans l'heure il y avait des spécialistes bon, il y avait des vaches, certes, pas loin, mais enfin, c'est comme ça, et il suffit qu'il y en ait un qui s'installe, qui fasse ça, pour qu'il y en ait 2-3 autres qui prennent l'idée, et ça fait un noyau. Mais oui, il y avait bien sûr, forcément, il y avait besoin de lime pour les scies, pour tous les outils, tout ça, hein, bien sûr. Et ça remonte à l'Antiquité, cette technique. On ne sait pas, si vous n'avez pas jamais recherché. L'Antiquité... Il y a longtemps qu'on travaille le métaux. Oui. C'est pas impossible qu'on trouve des... Je n'ai pas en tête spontanément des limes trouvées dans les fouilles archéologiques, mais au passage, les limes, c'était du très très bon métal. Et on retrouve plein d'outils qui ont été reforgés dans des limes. Et on les retrouve, des faucilles par exemple, mais on a redonné une forme, mais du coup on voit tous les traits de la lime. C'est assez intéressant. On jetait pas, on recyclait. C'est tout à fait émouvant. Avec Bernard, on aime bien quand on trouve une lime qui a été transformée en outil. Alors, qu'est-ce que je vous amenez encore? Alors voilà. Ça, c'est des beaux outils. Hein, c'est très beau. Regardez. Une forme, un modèle en bronze. Du métal qui s'emboîte parfaitement ajusté. Vous imaginez avec les ondulations, le décor, ça s'emboîte parfaitement avec un manche. Et puis, il faut qu'il y ait ça aussi. Il faut qu'il y ait les trois. C'est le seul où j'ai les trois. Il y en a d'autres où j'ai ces deux morceaux, d'autres où j'ai que l'emporte-pièce, d'autres parfois même j'ai que ça. Alors, à quoi ça pouvait bien servir? Alors, tout à l'heure, on discutait avec des dames qui venaient se renseigner sur le costume, et on parlait, c'est que, mesdames, jamais aujourd'hui, vous ne seriez venues nous voir en cheveux. C'est-à-dire que dès qu'une dame sortait de chez elle, elle rassemblait ses cheveux, s'il avait des cheveux longs, elle les rassemblait, faisait un petit chignon derrière, et elle mettait soit une cape, soit un chapeau. Avant 1900, c'était plutôt une cape, après 1900, un chapeau, et ça a duré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, cette histoire. On mettait un chapeau. Il n'y a rien de plus moche qu'un chapeau tout simple qui ressemble à n'importe quel autre chapeau. Ce qui fait que on le mettait surtout, entre autres, pour aller à la messe le dimanche. Ce qui fait que dans chaque village, aussi petit soit-il, il y avait souvent 2-3 modistes. À Sabonnet d'Écart, là, qui est juste en dessus de nous, dans la montagne, c'est un tout petit village,
eh bien, entre les deux guerres, il y avait 3 modistes à s'abonner d'écart. Alors les modistes, certains disent qu'elles faisaient les chapeaux. Non, elles recevaient les chapeaux. Éventuellement, elles avaient un appareil pour les agrandir un peu si jamais on avait pris la grosse tête. Mais surtout, ces dames, elles décoraient les chapeaux. Elles décoraient les chapeaux. Et elles faisaient entre autres des fleurs artificielles. Et vous avez du matériel de fleuriste artificiel. C'est pas le fleuriste qui est artificiel, c'est des fleurs. Alors, voilà, elle prenait de la soie, l'emporte-pièce, un coup de maillet, peint, ça découpait. Souvent, le morceau de soie restait au bout. Vous voyez qu'il y a un trou là. Hein. Donc, il y avait un petit poinçon pour déboucher et on récupérait le morceau de soie. Mais le morceau de soie était tout plat, tout neutre, tout pas beau. Après, on utilisait ce petit réchaud à alcool. Il y avait les cordonniers qui en avaient le même aussi. Donc, c'est un petit réchaud à alcool, une petite lampe à alcool. Et on mettait la ferraille, ça, on le mettait chauffer, ici. Une fois que c'était chaud, je mettais mon morceau de soie là au fond. Je mettais par-dessus cette chose qui est chauffée, c'est du fer, ça c'est du bronze. Je mettais ça dessus et souvent il y avait même une petite presse, on tenait appuyé pendant un moment. En raccourci, ça c'est tout simplement des fers à gaufrer. À part que on va quand même faire une jolie petite feuille ici. Et je sens que vous avez envie d'une très belle feuille de fayard, de hêtre. Ça vient du latin fagus. Regardez, c'est beau, c'est beau. C'est un beau travail. Et vous imaginez, on parlait tout à l'heure, j'ai tout de suite pensé quand quelqu'un pose la question comment tailler le moule à... Ben là c'est pareil. Là, j'avais discuté avec un artisan du fer, il me dit, mais là, rien que pour faire l'emporte-pièce, vous en ferez voir des beaux emporte-pièces, il me dit, là, il y a à peu près une semaine de boulot pour faire l'emporte-pièce. Et là aussi, hein, parce que le bronze a peut-être été moulé là-dessus, mais ça, il a fallu le tailler. Hein. Hein, au burin, un marteau au burin. Hein. Et vous voyez, ça fait quand même une très belle feuille de fer. Et puis ça s'emboîte parfaitement. Hein. Tu as essayé d'en faire? Oui, j'ai essayé. Alors, j'ai pas pris de la soie, ce qui fait que c'est pas trop flagrant, mais voilà un bout de tissu juste découpé, et tout plat, et puis passé dans le moule. Bon, il s'est un petit peu avachi à force, mais vous voyez que ça fait une petite fleur. Là, il y a une feuille aussi, voilà, découpée et nervurée. Vous viendrez voir peut-être de plus près ceux qui sont au fond. Donc, j'avais essayé d'en faire. C'est pas... J'avais pas de soie, hein, c'est pas de la soie, c'est du tissu. Mais du coup, on y arrive quand même. Hein. Voilà là, la feuille de fayard. Vous voyez, nervurée, on voit quand même les nervures. Hein. Mais du coup, les bords ne s'effilochent pas? Non, non. Voilà la marguerite. Voilà. Hein. Vous voyez là, celle-là, on voit bien. Là, hein. Oui. Alors, une fois découpée, ben, c'est chaud. Donc, on fait des vraies fausses fleurs et des vraies fausses fleurs. Alors oui, celle que je viens de vous faire voir, c'est avec ce moule. Bravo. Belle fleur, hein, quand même, c'est beau. Hein. Puis en bronze aussi, c'est beau. Alors, il aurait fallu s'appeler Crésus. J'ai vu sur une brocante à Saint-Nectaire quelqu'un qui avait vidé un atelier de fleurs artificielles et qui vendait tout. L'énorme presse qui était à vis en bois pour tenir appuyé, et il y avait peut-être 300 ensemble
fer avec le manche, bronze et l'emporte-pièce. Mais chaque lot, il les vendait, le lot de 3 comme ça, ils vendaient ça 300 € de près. Donc vous imaginez que... Alors vous voyez, je vous montre des gros, regardez un petit peu. C'est joli. Hein. Ça quoi fait C'est du ça châtaignier. fait des belles feuilles. Hein. C'est du châtaignier. Ça pourrait être une feuille de châtaignier, Marc ça, oui. Saint-Michel, c'est pour la postérité. Alors, je vous ai parlé des beaux emporte-pièces. Je regrette beaucoup de ne pas avoir le bronze et le moule en fer. Regardez, en pays de vigne, ça aurait été quand même bien de pouvoir refaire des belles feuilles de vigne. Oui, c'est beau. Mais c'est sur ce poinçon-là, il m'a dit, oh ben, mon garçon, tu sais, là, il y a une semaine de boulot pour tailler ça. Parce qu'il faut qu'il taille le bord, qu'il soit bien coupant, qu'il évite tout ça, et puis après qu'il taille le tour aussi. Il y a un travail de fou, rien que pour faire le poinçon. Et ils ont toujours le trou pour pouvoir déboucher, parce que quand on poinçonne, le morceau de tissu reste au fond. Voilà, une belle feuille. Alors voilà, des marguerites, d'autres feuilles, vous voyez, des belles feuilles. Hein. C'est des beaux emporte-pièces, une trilobée. Et puis donc, d'autres, il y en avait une collection impressionnante. Là, celle-là, elle est belle, mais j'ai pas le bronze. Ces décors, ils étaient uniquement pour des chapeaux? Non. Non. On pouvait aussi, mesdames, vous êtes coquettes, faire une broche aussi. Un petit bouquet de fleurs, ça va. Et c'était donc très, très à la mode, entre autres entre les deux guerres. Donc vous voyez, là aussi, c'est des beaux objets quand même. On a bien du mal à en trouver de nos jours. Hein. Je vous avouerai que les brocantes, c'est un peu triste. Et puis, il y a toutes ces boules, je vous en fais voir juste 2, 3. Vous voyez, ça aussi, c'est pareil, c'est des fers à gaufrer. C'était, entre autres, quand on avait découpé une feuille, même si on l'avait gaufrée, c'était bien que les bords relèvent un petit peu. Donc, avec la boule chauffée, ça finissait de donner du volume. Alors, il y en a de tous les diamètres, oui. C'est pareil, c'est des fers à gaufrer qu'on chauffait, toujours sur le même petit réchaud à alcool qui est ici. Ça existe toujours pour la haute couture? Oui, oui. Oui, il y a des livres sur l'artisanat à l'ancienne, mais qui utilisent encore ça. Oui. Oui. Fleurs artificielles. On va faire une pause avant de continuer dans les fleurs avec des cannes. Alors, bon, ben c'est une canne, c'est pas mal, hein, mais et c'est très dur à trouver. Pourquoi c'est très dur à trouver? Parce qu'il y a des collectionneurs de cannes. Et que du coup, dès qu'il y a collectionneur, les prix s'emballent. Alors, c'est ce qu'on appelle des cannes à système. Bon, il y a des cannes très sympathiques, les cannes épées ou les cannes fusil. Comme nous sommes non-violents, ça me tiendra d'en parler. J'ai quand même vu quelqu'un dire « Oh, celle-là, ah ben non, je ne peux pas vous la céder. C'était celle de mon arrière-grand-père. Quand il allait à la foire d'Auvergne, il franchissait à Pierre-sur-Haute là-haut, il allait en foire de l'autre côté à Ambert, et il allait souvent avec une vache, donc au retour, il avait le gilet gonflé de billets, et il avait sa canne épée, parce que là-haut, on pouvait bien se faire trucider facilement. Quand même un petit mot aussi, il y avait les cannes fusil, et je croise quelqu'un à Boin qui me dit oh ben, j'ai une canne fusil. Moi je dis ça m'intéresse, c'est pas courant du tout les cannes fusil. Comme les cannes épées d'ailleurs, c'est absolument interdit de commerce. C'est catalogué dans les armes. Donc une canne épée, il y en a qui sont tout fiers de déballer sur les brocantes. S'il y a un képi qui passe par là, eh ben c'est confisqué ad vitam aeternam.
Et donc, cette personne dit, bah oui, ça m'intéresse. Eh bien, je l'ai porté chez les Latour. Les Latour, c'était des copains qui étaient armuriers à Boin. Je l'ai porté chez les Latour. Dès que je le récupère, les Latour, ils ont fait leur métier d'armurier. Armes, ils l'ont déclaré à la gendarmerie. Et la canne fusil a été définitivement confisquée. Bon. Alors, cette canne. Parfois, on a bien du mal, hein. Il y en a qui essayent d'ailleurs sur les brocantes, qui tirent sur le manche, qui tournent dans tous les sens pour essayer de le démancher. Alors celle-là, regardez ce qui se passe. Vous avez vu? Alors, ça c'est une canne de meunier. De meunier. Alors, vous savez comment ça se passait avant? Le paysan, il portait son grain au moulin, il laissait 50 kilos de grain, il repartait avec, je ne sais plus le quota, on va dire 40 kilos de farine, parce que le meunier ne rendait pas tout à fait argent comptant. On disait que le meunier, c'était un voleur. Il y avait même un proverbe qui disait « Ouh, il n'y a rien de plus hardi qu'une chemise de meunier, elle prend tous les matins un voleur au col. » Bon, donc le meunier était voleur parce qu'il restait toujours un peu de farine dans le moulin, dans la caisse entre les meules, et puis il rendait pas tout à fait la totalité, même s'il rendait le son d'un autre côté. Mais le paysan, il était un peu malin aussi, et parfois un peu voleur. Et il portait son grain au moulin, mais il n'allait pas attendre que le meunier moue son grain. Sinon, il aurait fallu qu'il passe toute la journée au moulin. Et comme il fallait descendre au fond de la vallée à dos de mulet et remonter après, donc il apportait son grain et repartait avec de la farine qui ne provenait pas de son blé. Et si le paysan était malhonnête, le meunier ouvrait le sac et il y avait du beau grain magnifique, super, waouh, super. Mais avant de toper, le meunier, malin, il prenait sa canne, il l'enfonçait dans le sac, il l'ouvrait. Du coup, il ouvrait les trois lumières, il refermait, c'est donc une canne sombre, et il ressortait. Et il le mettait sous le nez du paysan. Il dit, bah, c'est marrant, là il y a du beau grain, mais là il n'y a que de la sciure, il n'y a que du charançonné. Donc, bien entendu, que le paysan repartait avec son sac de... Donc voilà, une canne sombre. Très malin, hein? Très très malin. Canne sombre. Alors j'espère que je vais toutes les retrouver, celle-là. Ça aussi, une canne anodine. Alors ça, je pense me souvenir, oui, c'est ça. Elle s'étire. Puis c'est pas fini. Il faut des petits doigts. Je vais avoir besoin d'un assistant peut-être, ou d'une assistante. Non. Une toise. Non, c'est pas pour moi. Ça aurait pu, ça va pas bien plus loin. Alors c'est quand même une toise, si vous voulez. Ça, c'est une canne de maquignon. Parce que, entre autres, marchand de chevaux. Parce que, pour un cheval, on mesure la hauteur au garrot. Donc on le sait, ça fait 90 cm, le fût de la canne, plus après c'est gradué. Donc on a la lecture directe, 90, plus ce qu'on lit ici. Et suivant la hauteur du cheval au garrot, eh bien, le maquignon top tout de suite ou dit, ben non, ça ne veut pas. Pourquoi? Parce que le cheval est trop petit. Quand on va lui mettre un tombereau derrière et qu'on va mettre 2 ou 3 tonnes dans le tombereau, si le cheval est trop petit, il va finir à genoux au bout de 3 mètres. Parce qu'il aura tout le poids sur lui. Et s'il est trop haut, il va pédaler dans le vide. Les pattes avant vont à peine toucher.
Donc, c'est la canne de Maquignon pour mesurer la hauteur d'un cheval au garrot. C'est quand même pas mal étudié, hein, regardez. Hop. Là aussi, c'est bien ajusté, vous vous rendez compte, hein. Hop. Et on replie le tout. Mais, vous savez, quand vous voyez ça sur une brocante, si vous ne savez pas comment ça marche, et puis si vous tirez, alors il y en a qui tirent, et le brocanteur dit, vous allez me casser ma canne. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais plus, hein, ça va être la surprise en même temps. Ah, 1 mètre. Mais, regardez les graduations. C'est pas régulier. Donc, c'est pas 1 mètre. Hein. C'est pas 1 mètre. Au début, il y a une très grande graduation, et plus on monte, plus elles sont serrées. Alors ça, c'est une canne de marchand de vin, c'est une canne Velt. Alors la Velt, qu'est-ce que c'est? La Velt, c'est une ancienne mesure de capacité, et la Velt, V-E-L-T-E, ça sert à mesurer la capacité d'un tonneau. C'était très utile, entre autres, pour les gabelous qui étaient à l'octroi, parce que vous savez que avant la TVA et tous les impôts, avant, il y avait l'octroi à l'entrée de chaque ville, et même aux 4 entrées de chaque ville, souvent, il y avait le bureau de l'octroi. Et les paysans, quand ils apportaient à vendre des fruits, des légumes, des pommes, du vin, des pommes de terre, ils passaient à l'octroi et ils déclaraient. Et en fonction de ce qu'ils déclaraient, ils payaient des taxes, des frais. Là encore, comme le paysan qui mène son grain au meunier, on a tendance toujours à tricher. Dans mon tonneau, il y a 180 litres. On va voir. Et le gabelou, ou le marchand de vin, quand il achète du vin, il prend sa canne Velt. Alors, elle ne se met pas perpendiculairement par la bombe, par le gros trou le tonneau est comme ça, dans ce sens-là, avec les cercles là comme ça. Ça ne se met pas verticalement comme ça. Ça ne voudrait rien dire du tout, ça vous donnerait juste la hauteur du tonneau, c'est tout. Elle se met en biais par le trou de la bombe et elle va buter contre le fond en face. Et en fonction de cette longueur-là, on peut trouver le volume du tonneau. Soit on a un bouquin, c'est gradué en centimètres, ce n'est pas le cas ici, là c'est le cas de la lecture directe, mais si c'est en centimètres, on a un bouquin. Et si on trouve, par exemple, 76 cm, on feuillette le bouquin, 67 cm, 228 litres. Bon. Tandis que là, c'est pour ça que c'est étalonné aussi bizarrement. Souvent, là, c'est la graduation 5, 10, c'est là, 15, 20, et plus on monte, et ainsi de suite. Parce que c'est étalonné directement, et ça fait une lecture directe. On pourrait, et ça marche avec n'importe quel tonneau, c'est ça qui est formidable. Alors on pourrait dire, mais comment ça se fait? Eh bien, si vous regardez, si le diamètre, le grand diamètre qu'on appelle au bouge, la partie la plus ventrue, c'est le bouge d'un tonneau. Si on mesure le diamètre, la partie la plus ventrue, si on mesure le diamètre du fond, et si on mesure la longueur, enfin la demi-longueur, puisqu'on passe par la bombe, eh bien vous apercevez que si vous modifiez un des deux diamètres ou la distance, la longueur qui est en biais comme ça varie. C'est proportionnel. Donc du coup, ça marche avec n'importe quel tonneau. Et c'est étalonné, bien sûr, de façon empirique ici. Et ça permet d'avoir une lecture, une capacité directe. C'était bien plus pratique, surtout à l'octroi, quand tous les paysans descendaient, par exemple, au marché de Montbrison le samedi. Vous imaginez la queue qu'il y avait à l'octroi. Donc, s'il fallait qu'il sorte la formule, il y a une formule pour trouver le volume d'un tonneau. Mais en plus, il faut connaître le grand diamètre, le petit diamètre, la demi-longueur, mais intérieur. Comment voulez-vous aller mesurer les diamètres intérieurs? Porter encore comme canne. Oui, c'est des cannes anodines, a priori. C'est des cannes qui roulent. Ah! Vous voyez ce que c'est? C'est pas une canne épée, hein? C'est pas pointu. Enfin, c'est pointu, mais c'est pas pointu comme une épée. Voilà. Moi, j'aime bien dire que c'est une
canne de marchand de fourme, parce que je défends beaucoup la fourme de... Montbrison. Ah bon, ne me parlez pas de fourme d'Ambert. Hein. Ambert pour les chapelets, d'accord, mais pas pour la fourme. Tu connais la merde. Donc, fermière. je dis souvent que c'est une canne de marchand de fourme, mais c'est une canne de marchand de fromage. Donc, avant d'acheter, c'est la sonde pour sonder le fromage. Et c'est pour quoi faire? Vous avez jamais vu votre fromager sonder le fromage? Quand il regarde à l'intérieur si le fromage est bien fait. Il le sent souvent et puis il regarde si cette fois, si la pâte est bien. Il y a de la fourme fermière à la Merlet. Alors, celle-là, elle n'est pas système, mais c'est une belle canne, une très belle canne, avec un embout en bronze, une tête en bronze. Il y a même les initiales. En plus, je connais le nom de la famille qui était Porion à Saint-Étienne, dans les mines de Saint-Étienne. Ça, c'est une canne de Porion, c'est-à-dire de chef de galerie dans les mines de charbon. Avec donc le pointu pour marcher et surtout, ce marteau et ce pointu. Parce que vous savez, le grand danger dans les mines, c'est qu'on boisait, sinon on aurait pris tout le dessus sur la tête, donc on boisait, et qu'il fallait régulièrement vérifier les boisements, qui étaient toujours en pain, qui a la très bonne idée de craquer, en patois on dit de crucir, c'est bien imagé, hein, avant de lâcher. Et donc, notre maître Porion, il se promenait dans les galeries, et côté marteau, il tapait sur les bois. Boum, boum, boum. Si ça sonnait clair, tout va bien. Si ça sonnait mou, c'est que le bois commençait à pourrir et qu'il fallait le changer. Et donc, il marquait les bois changés. Et avec le pointu aussi, pareil, pour voir si le bois n'était pas vermoulu. C'est une belle canne de Porion. Surtout que ça vient d'un Porion de Saint-Étienne. Je ne sais plus encore ce que je vous ai amené. Ah ben, finalement, il y en a bien une au milieu. Je suis désolé. Vous voyez, on est non violent, hein, donc on va mettre un bouchon en liège au bout. Donc c'est, voilà, la canne épée. Voilà la canne épée. Belle arme de défense. Hein. On peut avoir vendu 2 vaches, on peut revenir tranquille de la foire d'Ambert par Percieux. Et celle-là, c'est la canne d'un sabotier de Saint-Paul. Le sabotier, il achetait... Bon, de quel bois on fait le sabot? C'est facile, pratiquement tous les bois, sauf le chêne et éventuellement le châtaignier, parce que ce sont des bois très durs, donc très cassants. Ce qui fait que si on fait des sabots en chêne, on va buter dans un caillou et on va avoir 2 demi-sabots très vite faits. Et donc notre sabotier, il achetait le bois. Mais il achetait aussi des noyers pour faire surtout les sabots du dimanche. Mais attention, que dans les branches. On n'allait surtout pas sacrifier un fût de noyer, hein, parce que le noyer, c'est un bois noble et qui sert beaucoup en ébénisterie. Au passage, si jamais vous avez un noyer chez vous et que vous voulez le vendre, s'il vous plaît, ne prenez pas la tronçonneuse ou le passe-partout si vous voulez le faire à l'ancienne, parce que toute la partie intéressante, c'est la partie enterrée. Donc, on déracine toujours un noyer, parce que tout ce qui est dans le sol, c'est ce qui fait la loupe, la ronce de noyer. Vous savez, qui sert à faire des panneaux de porte, entre autres. Mon petit, avant 56, sur Ambière, il me cite au moins 15-20 endroits où il y avait des noyers énormes, mais qui ont explosé lors du gel de... Ça a gelé pendant un mois, entre moins 25 et moins 30. Et donc tous les noyers ont explosé. Comme tous les oliviers d'ailleurs aussi dans le Midi. Et donc notre sabotier qui vient acheter le noyer,
Le fût, il va le revendre à l'ébéniste, et lui, il va faire dans les grosses branches des sabots. Eh bien, discrètement, pendant que le paysan est affairé ailleurs, déjà avec la canne, il tape sur le tronc, comme le porion, il tape déjà pour voir si ça sonne clair ou si ça sonne mat. Si ça sonne mat, il n'y a pas bon. Mais sinon, si ça sonne clair, il va quand même vérifier et discrètement, il fait un trou dans le tronc, et si ça sort de la sciure, enfin des copeaux même, ou alors si ça sort que de la sciure toute fine, ah ben ça y est, le noyer est génie, figurez. Et sinon il top, sinon il dit, oh ben non, finalement il ne m'intéresse pas votre noyer. Voilà quelques cannes à système. Ah si, il y en a une autre là-bas. Allez. Gazier. De géomètre? Non. Pour mettre, je sais. C'est quoi l'instrument? Alors, on va dire que c'est 20h30, 21h. Et avant qu'il y ait l'électricité, il y a un personnage qui passe, alors tout le monde s'endort et qui gueule dans les rues. Oyez, oyez, bonnes gens, il est 23h, dormez bien, bonne nuit. Et en réalité, c'est l'allumeur de réverbère. Alors, avant, il y avait, à Rouen, je crois que la rue existe encore, il y a la rue du gazomètre. Il y avait partout des gazomètres à côté, moi j'ai en tête ceux qui étaient à côté du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. Donc, oui, à Rouen, il y avait le gazomètre. On faisait du gaz d'éclairage. C'est-à-dire qu'on faisait brûler de la houille et ça faisait le gaz d'éclairage. On a appris ça en leçon de choses, le gaz d'éclairage. Bon, on ne comprenait pas trop parce que le gaz d'éclairage, c'était périmé depuis longtemps, mais on apprenait ça en leçon de choses. Je me rappelle. Donc on faisait brûler de la houille et on récupérait le gaz d'éclairage qu'on stockait dans des grandes cuves en béton ou en tôle qui étaient des gazomètres. Et dans toutes les rues des villes, il y avait des canalisations qui amenaient ce gaz d'éclairage au pied des réverbères. Et tous les soirs, vous aviez l'allumeur de réverbère qui avait ici une petite flamme, il enlevait le bouchon, il allumait, il avait une petite flamme, et en bas, il ouvrait le robinet. Avec ça, il ouvrait la porte du réverbère, il poussait la porte, il mettait le feu au gaz et il refermait la porte. Et le combustible, c'était quoi pour... Le gaz d'éclairage. Ah, le gaz d'éclairage. Gaz d'éclairage, le gaz de houille. Ah, oui. Et tous les matins, il repassait et il fermait simplement le robinet. Donc voilà, une canne d'allumeur de réverbère, ce qui explique que pour aller allumer, là je ne peux pas aller plus haut parce qu'il y a la voûte, mais ça permettait d'allumer tous les réverbères. C'est pas courant ça. Je vous ai apporté que des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors il y en a qui voulaient cuber le bois. Voilà. Alors, je vais commencer par ça. C'est pas le pistolet de Lucky Luke ou de Dalton. Ça se mettait à la ceinture, mais c'est une hache de forestier. J'ai cru qu'elle n'y était plus. Alors, voilà la hache de forestier, une hache habituelle. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que il y a souvent des initiales. Il y en a quelques-unes. J'en ai vu une que j'ai pas pu récupérer. C'était un sabot, parce que c'était un sabotier qui avait ça. Alors, c'est une hache de quelqu'un qui achète du bois. Donc, les eaux et forêts en avaient aussi comme ça. Donc, on va dans la forêt et on choisit les arbres qu'on va acheter, puisqu'il y a les initiales. Les eaux et forêts, éventuellement, marquent les arbres qui vont être abattus et les autres, surtout, pas y toucher, on les garde pour la postérité. Donc, comment on faisait?
un coup de hache, on enlève l'écorce et après, sur la partie nue, on marquait les initiales. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai frappé, cet arbre, il appartient à BG, Bernard Guyot. C'est marqué. Et du coup, on ne peut pas y revenir. Maintenant, Et- on utilise la peinture. Oui, ils ont encore ça. Ils ont encore ça. Mais, vous savez, tous les objets, il faut toujours bien les regarder. On ne voit pas toujours d'ailleurs du premier coup d'œil, hein, inutile de vous le dire. Mais regardez, il y a deux serrures. Il y a deux serrures. Regardez bien les deux serrures. On les a mis. C'est différent. Là et là, les deux entrées ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que pour récupérer la hache, il faut deux clés différentes. Et oui, parce qu'une fois que l'arbre est marqué BG, il sera à Bernard Guyot, mais pas à moi. Et si jamais il m'a volé la hache, eh ben c'est cuit. Donc, c'était pour qu'on libère la hache avec deux personnes qui avaient deux clés différentes. Donc, une fois que notre arbre est marqué, on l'abat au passe-partout, éventuellement à la cognée. C'est quoi, passe-partout? Alors, un passe-partout, beaucoup le confondent avec la scie de long. C'est une très grande lame, très longue, qui doit faire 1,50 m à 2 mètres de long, On travaille à deux. avec deux poignées, et on se met à genoux, et on scie. Il faut être bien coordonné. Hein. On ne tire que, on ne pousse pas, hein, on tire juste, et on scie l'arbre comme ça. Oui, c'est pour couper un arbre. Donc, une fois que l'arbre est abattu et est branché, on va le cuber, c'est-à-dire savoir combien il fait de mètres cubes de bois. Alors, un tronc d'arbre, on estime que c'est un cône plus ou moins parfait. Donc, pour le cuber, on va mesurer la longueur et on va mesurer le diamètre au millimètre pour pouvoir faire un cubage approximatif. Donc, il faut qu'on mesure la longueur et le diamètre. Alors, pour mesurer le diamètre, vous avez ça. Vous allez savoir pourquoi les forestiers l'appellent le pélican. Donc, vous voyez, pour mesurer le diamètre. C'est gradué ici. Donc, on mesure le diamètre. Une autre, bon, un autre, un autre. Il est même très joli avec deux bois de teintes différentes. Et puis, si on regarde bien, il y a deux graduations. Il y en a une de côté, une de l'autre. Pourquoi? Il y en a une qui donne directement le diamètre et l'autre la circonférence. C'est comment déjà la formule de la circonférence? Deux pierres. Ouais, pidé. Donc c'est pas dur. D'un côté, c'est par exemple à 10 cm et en face, ça sera fois 3,14. 1416. Donc ça mesure le diamètre et la circonférence. 1416. Et en voilà un autre. Un autre pélican. Alors, il est moins pélican celui-là quand même. Hein. Là, vous voyez, c'est un bel... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mon cœur vacille devant un outil comme ça. Parce que, regardez comme c'est beau. Regardez le travail du fer comme c'est beau. Regardez la belle petite clé ici, le petit ressort de rappel. Regardez, ce petit aiguille là. Ça sert à rien du tout. À quoi ça sert? À faire joli. À faire un bel outil. Bon, ça renforce un peu la fourche, mais oui, là où il n'y en a pas, là, c'est uniquement pour faire joli. Nous, ça nous permet de dater les outils. Quand il y a ça, on est sûr qu'on est avant 1850. On est même plus près du début 19e, voire 18e, parce que après 1850, c'est le début de la pré-industrialisation. On n'a plus du tout le temps de faire ça. Là, à la forge, rien que pour faire ce petit machin, il y a pour 1 heure ou 2 de boulot. Hein? Et ça ne sert à rien.
Donc c'est quand même un très bel outil. Donc c'est le business qui a cassé ça. Mais oui, on revient à ton discours du début. Voilà. Vous êtes convaincu que c'est un bel outil? Enfin, je fais tout pour vous convaincre. Et puis je vais me mettre à l'appui après. Donc là, il faut mesurer la longueur maintenant. Bon, ça c'est 1 mètre. Une longueur d'1 mètre. Au passage, il a dû prendre un tronc d'arbre dessus parce que vous voyez qu'il a été réparé. Et alors, regardez, c'est très pratique parce que quand on imagine l'arbre qui est abattu, couché par terre, donc on mesure comme ça, tac, et on serre le pivot, tac, et on mesure la longueur. Et regardez, il faut de la pédagogie, donc voilà. Si. Si, ils sont tous les deux 1 mètre. Hein. Ah, pas tout à fait. Il y avait un marchand de bois un peu tricheur, mais bon. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, regardez. Eh oui. Il y en a qui suivent pas, ils n'ont pas compris. C'est que regardez, ici, ces deux petites choses, et bien voilà un très bel outil. Puis vous voyez, c'est bien fait hein, quand même, ça emboîte. Et puis avec ça, là, ici, eh ben, ça fait tout de suite un outil qui est beaucoup plus sympathique que celui-là. C'est exactement la même utilisation, et vous voyez, tout de suite, il est plus sympathique. Alors, vous viendrez les voir de près. Je vais vous en faire voir 2-3 au fur et à mesure. Un jour, Saint-Jean-Chevalet, il pleuvait, il y avait une brocante. Il y a une dame qui déballe sur le trottoir des choses, dont un appareil. Elle ne savait pas trop à quoi ça servait. Je lui pose des questions. Il dit, écoutez, je ne sais pas. Puis bon, il pleuvait et tout. Il dit, ben, je peux vous revenir vous voir dans la semaine. Il me dit, ben, oui, si vous voulez. Donc, c'était une ancienne maison qui faisait des couronnes en perles. Des couronnes mortuaires. Nous en avons apporté 3 ou 4. Pour les blanches, ne ressortent pas sur le fond blanc. Mais souvent, les blancs ou gris, parce que c'est bien, ça allait bien avec la mort, entre autres peut-être les petites pour les enfants, hein, puisqu'on aime bien mettre du blanc pour les enfants, ou d'autres en couleur. Celle-là est très belle, elle a pu faire un peu en bas. Alors ça, c'est rarissime d'en trouver, parce que c'est fait avec du fil de fer au départ, et que le fil de fer, ça a été mis sur les tombes, bien sûr. C'est quand même plus joli que les fleurs en plastique. Heureusement, ça se perd un peu, cette mode des fleurs en plastique, parce que c'est quand même pas bien beau. Mais le fil de fer rouille, ce qui fait que... on en a une dans nos réserves au musée, on ne la sort plus, parce qu'à chaque fois, il y a 50 perles qui s'en vont. Donc, c'est dur à récupérer intact. Alors, il y a une expression, enfiler des perles. Vous savez ce que ça veut dire? Que c'est un travail bien long et bien fastidieux. Au passage, c'était un artisanat, et ça l'est encore, je crois, dans certains endroits, dans les pénitenciers, dans les prisons. C'est un ouvrage où on fabriquait des couronnes en perles, des couronnes mortuaires. C'est un peu passé de mode maintenant, donc ça a dû... Je ne sais pas si ça existe encore, peut-être. Alors, effectivement, enfiler des perles, après vous, il y en a encore. Donc, enfiler des perles, eh ben, voilà. Alors, il y avait des milliers de bobines de fil, comme ça, dans le grenier. Et dans la maison, il y avait un énorme rouet, énorme, comme jamais j'ai vu un rouet, qui était aussi haut que moi, avec une roue qui devait faire 1,50 m, peut-être 2 mètres, la roue, et qui servait... Elle m'a expliqué, il faisait venir des bobines d'une tréfilerie, donc ceux qui tirent le fil de fer, il faisait venir des bobines énormes, et avec ce rouet, elle bobinait des petites bobines comme ça, pour donner à domicile. Donc, on retrouve, comme pour les chapelets, les donneuses d'ordre, qui chaque semaine apportaient
des bobines de fil de fer et des sacs ou des boîtes, souvent des sacs en toile, des sacs de perles. Au tout début, les perles venaient de Murano. Hein, c'était bien quand même, vous savez que c'est encore célèbre, Murano pour ses verreries. Et après, ils s'approvisionnaient dans des grandes maisons à Lyon. Il y avait des grandes maisons qui fournissaient les perles. Et donc, on allait enfiler les perles et nos ouvrières à domicile, ben voilà ce qu'elles faisaient. Voilà, elles fabriquaient des feuilles toutes prêtes, comme ça, et donc elles les rendaient à la fin de la semaine. Elles rendaient ces paquets de feuilles comme ça, et dans la maison mère à Saint-Jean-Chevalet, ils allaient monter les couronnes comme ça. Donc, à domicile, on faisait ces feuilles, vous voyez, qui sont rassemblées par paquets de 12, je crois, et donc, elles faisaient ça à la maison. Mais pour enfiler les perles, à la main, hein, on l'a fait souvent, avec les petits-enfants, ça se pratique encore un peu les perles, mais c'était quand même très fastidieux. Alors voilà qu'elles étaient équipées, je vais passer ma bobine de fil, là, non, j'en ai une autre là. Voilà, il y en avait peut-être 50 dans le grenier, il y avait ça, cette coupelle, on mettait les perles dedans, on lançait et on présentait le bout du fil, comme ça. Et immanquablement, sur le lot, il y en a qui s'enfilaient toutes seules. Et on continuait comme ça. Les perles s'enfilaient toutes seules. L'appareil qu'elle n'a pas vendu, que je n'ai pas amené parce qu'il est un peu volumineux, il a été équipé d'une manivelle, et puis après il avait été équipé d'un petit moteur électrique. Au départ, il y avait une manivelle qui entraînait, il y avait 6 coupelles, beaucoup plus petites, des coupelles en laiton, 6 coupelles côte à côte. Avec le même principe, là on lançait à la main, et en présentant le bout du fil comme ça, les perles s'enfilaient toutes seules. Et T'as essayé? j'ai essayé, et ça marche. Bon, c'est comme tout artisanat, il faut un apprentissage. Donc j'étais un piètre apprenti, mais j'ai essayé, ça marche. Ça marche. La dame m'expliquait, c'est qu'il y a des feuilles, je ne sais pas si j'en ai apporté, si, en voilà. Regardez, des feuilles toutes chamarrées, vous voyez. Eh bien, elle m'expliquait que soit avec la machine, avec les coupelles alignées, ou avec 2 coupelles côte à côte, mais plutôt avec la machine, ça entraînait toutes les coupelles en même temps. Elles présentaient leur fil, elles prenaient des vertes, des grises, des vertes, des grises, des blanches, aléatoirement comme ça, et ça faisait du chamarré tout près comme ça. Bon travail, hein. Ça veut dire quoi, chamarré? Chamarré, ça veut dire de toutes les couleurs, comme la feuille que je viens de vous faire. Ah oui, d'accord. Et donc, elle faisait les feuilles qu'elle donnait à l'entreprise, mais elle faisait aussi, alors, des tas de feuilles, regardez un petit peu. Donc des feuilles de couleurs, regardez ici, c'est sympa hein, quand même, je viendrai voir plus près. Regardez, ce qui est même sympa, moi j'aime bien, c'est qu'il y a la petite étiquette bleue là. Hein, c'est-à-dire que ça permettait de présenter au client qui disait, ben voilà, bah tiens, moi pour ma couronne, vous me mettrez 3 comme ça, 2 comme ça, et ainsi de suite. Mais il faisait des fleurs magnifiques quand même. Regardez ces petites roses comme elles sont belles. Hein. C'est toute la perle. Hein. Et de la perle de différentes couleurs. Hein. Rouge foncé, rose, et puis vert pour la corolle. Hein. Regardez les belles fleurs qu'on pouvait faire. Hein. C'est beau. Hein. C'est beau. Il y a même parfois, il y a les pistils, hein, il y a les étamines. Regardez ces belles fleurs.
Et l'ingrédient, c'est quoi la matière première pour faire ces fleurs? Du verre, du verre. C'est du verre. Là, regardez, j'aime bien ces petites choses patriotiques. Hein. Bleu, blanc, rouge. Hein, on en a tous vu dans les prés des fleurs bleu, blanc, rouge comme ça. Mais c'est quand même bien sympathique. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore à vous faire voir? Des belles fleurs, toutes les couleurs. Enfin, vous viendrez les voir. Hein. Vous viendrez les voir, je vais étaler sur la table. Et puis regardez, pour faire choisir. Des papillons? Regardez comme c'est beau. Ah, mais c'est C'est beau comme tout, hein. Des espèces de fougères. Oui, c'est beau. Mais, Ça permettait de faire choisir aux clients. Et ça s'est arrêté à peu près quand, cette entreprise? À peu près à la fin, à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez différentes fleurs ici. Il y a un petit peu de poussière dessus. Différentes fleurs. Les feuilles. D'autres feuilles. Encore, toutes les couleurs, vous voyez, c'était quand même une industrie qui était... Alors, il y a une région dans le midi moins quart, on va dire, qui était célèbre pour faire ça. Tout le village faisait ça. Il y a une dame qui a écrit un livre dessus, et on retrouve exactement les mêmes choses, les mêmes coupelles, pareil. t'as le nom de la commune? Je l'ai plus en tête, là. J'ai pas suffisamment révisé avant de venir cet après-midi. Oui, mais J'ai plus en tête. mémoire en tête. Mais je l'avais relu récemment, ce livre. Et les échantillons, ils viennent de la maison de cette femme? Là, ça vient de Saint-Jean-Chevalet, ça vient de tout Saint-Jean-Chevalet. Pas les couronnes je les ai récupérées ailleurs. Et donc, vous voyez, après, donc, ensuite, voilà, à la maison mère, donc il prenait un fil de fer et il mettait les feuilles qu'on vient de voir dessus. Et après, ils entortillaient un tissu pour cacher le fil de fer et les raccords. Ils cachaient et ils faisaient les bouquets, ils faisaient tous les bouquets comme ça. C'est magnifique. Des très belles fleurs, hein, c'est de la perle. Hein. C'est quand même un travail de fou hein, pour enfiler les perles de différentes couleurs. Hein. C'est quand même un beau travail. Vous en voulez encore? Oui, c'est déjà pas mal. Il y en a dessous. Ah oui, voilà, donc voilà, hein. Il y a de quoi faire des fleurs, hein, vous voyez, tout ce qu'il y avait. Mais là, c'est moins les plus belles, je les avais triées là-bas. Hein. Mais voilà, tout ce qu'il y avait. Et j'en ai laissé 3 fois comme ça. Hein. Très bien. À Saint-Jean-Chevalet. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer pour finir? Je vais vous montrer ça. Ici, j'emploie les moulins à café, puisque j'ai parlé des faiseurs de moulins à café. Alors, vous êtes peut-être jamais posé la question, le matin au petit déjeuner, dans votre bol, vous mettez 2 ou 3 morceaux de sucre. 2 ou 3 ou 1, suivant les goûts. Certains 4. Bon. Mais des morceaux de sucre, quand on parle d'un morceau de quelque chose, je ne sais pas ce que ça évoque, vous, mais un morceau, pour moi, c'est un morceau. Hein. C'est vraiment tout biscornu, tout tordu. C'est pas super parallépipède rectangle, hein, bien moulé. Eh bien, c'est qu'on a gardé la vieille expression, c'est qu'avant, on allait à l'épicerie, et l'épicière vendait de tout et détaillait de tout. Et entre autres, elle vous vendait des morceaux de sucre. Pourquoi? Parce qu'elle prenait sa hache à sucre, il y avait le pain de sucre, j'en ai pas apporté un, j'en ai
Il y en a un au musée. J'en ai deux. Il y en a un, malheureusement, un jour que j'avais amené ce cajot avec le pain de sucre, j'ai oublié de le rentrer, il est resté dehors. Et il n'y a plus. Donc j'ai bien retrouvé les outils qui étaient rouillés un peu, mais c'était pas grave. Mais le pain de sucre, ben, il n'y avait plus que le papier. Bon, tant pis, mais j'en ai retrouvé un autre depuis. Donc, un pain de sucre, tout le monde voit ce que c'est. Vous imaginez Rio de Janeiro plus petit. Hein. Donc, il y avait dans toutes les épiceries un pain de sucre, et notre épicière venait avec sa hache, et pan, elle tapait sur le pain de sucre, et elle faisait des morceaux de sucre. Avec la hache, elle faisait des gros morceaux, et après, avec la pince à sucre, elle faisait des morceaux plus petits, avec cette espèce de sécateur qui est bien typique, vous voyez. Alors des haches à sucre, ben, vous voyez, c'est des beaux petits objets sympathiques, bien ferrés, bien faits. Une autre pince à sucre, avec une cale, et puis il y a le ressort. Voilà, pour faire des morceaux de sucre. Donc voilà encore une belle hache à sucre, sympa. Des beaux objets. Il y en a encore des plus belles, il y a des collectionneurs de haches à sucre. En voilà un très très rustique, beaucoup plus ancien que les autres. Ça, on voit que là on file vers le 19e. Là, vous avez vu que c'est pas du tout la même facture que les autres. Vous voyez, avec son petit caoutchouc pour le tenir. Et puis son ressort aussi. C'est toujours intéressant de voir comment les ressorts étaient faits. Là, c'est deux lames, c'est pas le ressort classique comme les sécateurs, par exemple. Et puis, voilà un maillet. Et puis, il faut le savoir, il faut être initié pendant que le brocateur a le dos tourné, parce que si jamais il vous voit faire ça, il va doubler ou tripler le prix. Après, quand vous allez demander le prix, faites ça. Et voilà, vous avez un marteau à casser le sucre avec ça. Pam, 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 et vous cassez le sucre avec ça. Bien sûr que si vous faites voir ça, le brocanteur, il dit non, il n'est pas à vendre. Donc voilà pour le sucre. J'en ai pas d'autres à vous faire voir là-dedans, non? Bon, ben voilà. Oui, les moulins à café, vous avez dit. Alors, Saint-Étienne, pays de faiseurs de moulins à café. Voilà un petit moulin, la poignée s'enlève, là ça s'ouvre comme ça, on met le café ici, il y a une noix sphérique, on met le café là, on tourne la manivelle et le café moulu atterrit là en dessous qui se démonte par baïonnette, vous voyez, comme les ampoules. C'est pour récupérer le café moulu. C'est un beau moulin à café Diabolo sablier. Mais alors, ce qui est très intéressant, j'ai pas mes lunettes sur moi, mais il faut bien regarder. Et sur la patte de fixation, il y a un nom. Il y a un nom. Tu veux que je te prête mes lunettes? Oui. C'est dur à lire. Il y a son logo. C'est un ostensoir. Et puis un nom. C'est écrit sur 2 lignes. C'est début, Étienne, Bridet, non? Non, mais c'est écrit Bridet, ou quelque chose comme ça. Non, Benit. Benit. B-E-N-I-T. Ça ne doit pas tout à fait bénite, mais enfin, baigné peut-être. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a le nom, Beignet, il y a l'ostensoir, et en épluchant les registres paroissiaux de Saint-Étienne, on s'aperçoit que notre Étienne, le c'était Étienne Beignet, il s'est marié en 1750.
Donc vous avez un moulin à café qui date de 1750, peut-être qu'il l'a fait à 25 ans, donc 1755. Et Chancy-Louis, il a gardé sa poignée aussi dessus. Et voilà ce qu'on faisait à Saint-Étienne, des beaux moulins à café en forme de sablier. C'était un pays qui faisait un moulin à café. Et vous avez le modèle dessus, qui, hélas, lui, je crois, n'a pas de marque. La poignée s'enlève aussi. Des fois, c'est marqué sous le couvercle, mais il n'y a pas sous le couvercle, donc il n'a pas le nom du fabricant, celui-là. Mais ce qui est bien aussi, c'est que la poignée y est, alors qu'elle est juste emboîtée dessus, donc c'est une chance, et il n'y a rien sur la palette non plus qui est en forme de cœur ici. Mais vous voyez que c'est quand même des beaux objets, et on peut dire que nos Stéphanois, c'était quand même des très habiles ouvriers du fer, parce qu'entre autres, avec les armes déjà, mais aussi un pays qui faisait un moulin à café, c'est pas connu du tout. Illettré aussi, j'aurais pu vous en apporter, j'ai même plus pensé. La génération avant, ceux-là ils sont tout en fer. La génération d'avant, c'est ce qu'on appelle les moulins à café Louis XIV, qui ont le corps tout en noyer. Donc ils ont un corps comme ça, qui s'écarte un peu avec le petit tiroir en dessous, et ils ont la même noix sphérique dessus, et qui ferme avec un couvercle métallique comme cela, avec souvent le nom du fabricant dessous. Donc il y avait C'est pas que la des mine très beaux objets. Il n'y avait pas que la mine à Saint-Étienne, Ah ben non. avec les mineurs. Ben, il y avait la mine, le charbon, le fer, donc les aciéries. Firmini, il y avait des aciéries qui faisaient les fours, entre autres à Pont-Salomon, et puis à Firmini, il y a eu, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la CAF, une forge de la Loire, qui était très très importante. Voilà ben, quelques métiers oubliés. Certains, la pêcheuse de sangsues, par exemple, c'est vraiment un métier qui a complètement disparu. Puis maintenant, il faudrait sûrement payer très cher les sangsues pour qu'on aille se faire sucer le sang comme ça.